c'est que la journée a de la couleur. Une très belle couleur, d'ailleurs. Et ça nous permet de corriger notre façon de dire. Et on va cesser de parler de la couleur du temps. On pouvait parler de la couleur de l'éternité, mais on est obligé de parler des couleurs du temps. Nous sommes passés de l'éternité à un temps qui change. Nous sommes passés d'un monde figé à un monde qui est capable de mobilité en termes de couleurs. Nous sommes passés d'un singulier arrêté à un pluriel vivant. Que nous soyons sensibles ou non à l'art des impatients, il faut convenir que ce n'est pas un document que l'artiste nous propose. Je ne peux le nommer pour des raisons, c'est des raisons toutes simples. Ça fait partie d'une attitude que nous encourageons chez les impatients. Une attitude en tout cas qui va éviter toutes les questions de vedettariat. Alors, c'est un très beau pays avec un soleil rouge. J'attire votre attention sur le détail des arbres à gauche de la composition et on va aller chercher le soleil. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà entendu cette anecdote, parce que je remarque qu'il y en a d'entre vous qui sont des fidèles de mes conférences, et c'est une histoire qui m'amuse beaucoup. Vous savez, il y a chez Eugène Ionesco des gens qui échangent des propositions, on dit particulièrement absurdes. Mais en fait, chez Ionesco, il y a un compte rendu de l'absurdité que souvent nous vivons. Lorsque le livre Le Code da Vinci a commencé à circuler, à Montréal, il était d'abord en anglais. Il n'avait pas encore été traduit en français. Et je suis autour d'une table, je vais le dire avec ma modestie, une table particulièrement élégante, et quelqu'un est curieux d'avoir l'opinion d'un historien d'art sur le livre qui commence à circuler. Et il me demande, qu'est-ce que vous pensez de Da Vinci Code? Et vous savez, je commence à avoir l'oreille un peu moins sensible. Alors, j'entends David Ciccone. Et je réponds, oh, vous savez, moi, la musique populaire. Chose curieuse, nous sommes bien dans l'UNESCO, c'en est resté là. Il me semble que j'aurais dit, écoutez, je ne vois pas le rapport avec la musique populaire, mais non, c'en est resté là. Alors, je vous montre le plus vieux dessin connu de Léonard, un dessin d'ailleurs qui est dans la collection de notre très gracieuse souveraine à Windsor, la Bibliothèque royale de Windsor. Léonard nous représente un paysage de Toscane. Alors c'est la même Toscane que Raphaël, mais ce n'est pas du tout le même point de vue. Pourquoi en fait on passe par là? C'est pour justement comprendre que parfois la peinture va servir à nous faire rêver d'une atmosphère, nous faire voir un coin de pays qui a une dimension onirique, et parfois, comme chez Léonard, le dessin est un véhicule du savoir. Et en fait, Léonard n'est pas en train de faire, entre guillemets, de l'art, il est en train de faire de la géographie. Dans la fameuse Sainte-Anne qui est au Louvre, ce n'est pas un paysage de Toscane, c'est un paysage rêvé.
D'ailleurs, Léonard nous dit, si tu veux voir d'extraordinaires paysages, ce n'est pas la peine de grimper au sommet des montagnes, tu n'as qu'à regarder un mur mal crépi, tu verras des rochers de magnifiques lointains, tu pourras même, avec un peu d'attention, ça demande, il faut rester là un moment, voir passer des nuages, donc, tu peux même les voir bouger. Alors, c'est ce qui finira, par exemple, chez Salvador Dali, par s'appeler l'écran paranoïaque. Alors, des magnifiques lointains, dit Léonard, comme sur un mur mal crépi. Vous admettrez que si ce n'est pas un paysage de Toscane, c'est tout de même un très beau paysage et il y a derrière cet arbre-là une lumière absolument extraordinaire. D'autre part, puisqu'on en est au pleut-il, ne pleut-il pas, voici venir l'orage. Là, Léonard fait œuvre de scientifique. Il établit avec son dessin comment se déplacent les nuées, comment les orages éclatent. C'est très curieux, mais sa façon de dessiner ressemble beaucoup plus à des dessins d'orientaux que des dessins de ses contemporains, comme par exemple Raphaël, qui lui empruntera sa manière de créer les lointains. C'est des petites notes, comme on en voit, par exemple, chez les Chinois. Et là, je l'écris en petites lettres parce que je ne veux pas passer pour complètement fou, mais c'est quelque chose que je vais partager avec vous, mais je suis convaincu que Léonard est un Chinois. Ici, dans un vase, sur un vase, la déesse de la Lune nous est représentée dans un paysage où il y a des nuages qui flottent. C'est un curieux paysage, mais on peut rapprocher ces petites lignes, ces petites notes-là, beaucoup plus du dessin de Léonard que du dessin, par exemple, de ses contemporains. Ici, regardez comme c'est beau, le titre. Premièrement, l'oriental ne fait pas la distinction que nous établissons entre la peinture et l'écriture. Il fait œuvre de poète et œuvre de peintre sur le même rouleau de soie. Ici, Chiao Yunkan, en 1656, nous parle du fait que habiter en pays étranger ou rentrer chez soi revient au même. Comprenne qui pourra. Tandis que Van Gouy, en 1692, nous fait voir le mont Lubsan, la montagne Lu. On va aller faire un tour du côté de la couleur des jours. On va aller voir les différents mois de l'année chez Jean, duc de Berry,